Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, et pourtant, elle reste en constante évolution. Dérive des continents, éruptions volcaniques, avancée et recul des glaciers. La surface de la Terre se façonne avec une infinie variété et les mystères géologiques sont légion. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Loch Ness dans les Highlands d'Écosse. C'est le lac le plus imposant de Grande-Bretagne. Ses rives sont faites d'une roche qui remonte à l'aube des temps. Ses eaux reflètent un paysage ayant autrefois appartenu au continent américain. Elles sont hantées par le mythe d'un monstre marin gigantesque. En cherchant à comprendre comment le Loch Ness s'est formé, les géologues vont revenir sur les traces du passé de la Terre elle-même. Les eaux sombres et mystérieuses du Loch Ness sont à l'image du ciel tourmenté d'Écosse. Selon une légende ancestrale, cette vaste étendue d'eau renferme une présence terrible, celle d'un animal marin fantastique. Un dinosaure, de ceux qui ont arpenté les Highlands, voici des millions d'années. S'étendant sur 39 km de long et 2 km de large et plongeant à plus de 230 mètres de profondeur, ce lac, aussi grand que l'île de Manhattan, serait le refuge idéal pour une créature préhistorique. Mais l'existence de celle qu'on appelle Nessie n'est pas la seule énigme qui plane sur ces lieux. La roche des collines surplombant le lac a longtemps intrigué les géologues. Il s'agit d'un grès formé sous un climat aride. Il va être le point de départ de notre enquête sur les origines du Loch Ness. On appelle cette roche le vieux grès rouge, tout simplement parce que c'est du grès de couleur rouge vieux de 350 000 ans. L'une des rives est entièrement constituée de vieux grès rouge. Ce n'est pas tant l'âge de la roche qui intrigue les géologues, mais son origine géographique. Ces roches sont en fait américaines, comme moi, car elles se sont formées sur le continent nord-américain. Elles n'en font plus partie désormais, mais je me sens un peu chez moi ici en Écosse. Comment les géologues savent-ils que ce vieux grès rouge vient d'outre-Atlantique à plus de 5000 km de là? Ces roches datent de la même période géologique et elles présentent les mêmes caractéristiques que celles des montagnes Catskill. Toute cette partie de l'Écosse était autrefois rattachée au nord-est de l'Amérique du Nord. Pendant plus de 1000 ans, le vieux grès rouge a servi à ériger les châteaux des hautes terres d'Écosse. De l'autre côté de l'océan, il a donné aux bâtiments new-yorkais leur couleur distinctive. Un examen microscopique révèle une structure cristalline identique. Des analyses chimiques prouvent que ces roches ont le même âge. Mais que fait un bout du continent américain sur les rives du Loch Ness? Pour le savoir, il faut remonter à l'aube des temps et examiner les roches qui constituent le soubassement du nord de l'Écosse. C'est ici que commence l'histoire du Loch Ness. Au nord du lac, le substrat rocheux affleure à la surface. Ce paysage pétri de mystères recèle un passé incroyablement ancien. La roche qui s'élève ici est du gneiss léwissien. Une route a récemment été découpée à travers la roche, mettant au jour une page oubliée du passé terrestre. Les longues lignes noires sont les traces de forage effectuées dans la pierre. Les méthodes modernes de datation par radioisotope fournissent les premiers éléments de compréhension. Ces roches intéressent particulièrement les géologues parce qu'elles remontent aux origines de la Terre. On ne les trouve que sur une douzaine de sites sur toute la planète. Ce sont des roches vieilles de 2,5 milliards à 3 milliards d'années.
Le gneiss léwissien gris s'est formé en même temps que la première croûte terrestre solidifiée à la surface de la planète. Après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, une partie de cette croûte s'est mélangée avec les premiers sédiments avant d'être enfouie à nouveau, liquéfiée et repoussée à la surface en un cycle continu pendant plus d'1 milliard d'années. Ces roches témoignent d'une période cataclysmique de l'histoire de notre planète. Lors de travaux de terrassement, des informations cruciales sur les origines géologiques de cette région des Highlands ont été découvertes. Cet affleurement artificiel met en évidence 3 éléments d'un immense puzzle géologique. Tout d'abord, il y a du gneiss gris, vieux de 2,5 milliards à 3 milliards d'années. Puis, il y a cette masse noire, qui est une intrusion de roches éruptives. Elle a 2 milliards d'années. Et enfin, il y a ces intrusions de granit rose entre la roche éruptive et le gneiss gris. Il a 1,8 milliard d'années. Cet assemblage nous apprend qu'après la formation du gneiss léwissien, une roche plus jeune a fusionné avec la croûte primitive au cours d'un processus extrêmement long. Les roches que nous voyons ici compilent 1 milliard d'années du passé de notre planète. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, disons que nous avons résumé sous nos yeux un quart de l'histoire de la Terre. Les roches qui bordent le Loch Ness nous révèlent un épisode primordial de l'histoire de la Terre. Mais elles renferment bien d'autres secrets. D'après les températures et la pression que ces roches ont subies, on sait qu'elles ont autrefois reposé à 80 km sous la surface de la Terre. Ce puzzle nous suggère qu'elles y ont fait 2 ou 3 allers-retours sur une période d'1 milliard d'années. Seules les forces en jeu dans la tectonique des plaques sont capables de produire de tels assemblages de roches. La théorie de la tectonique explique comment les plaques rigides, qui constituent la lithosphère, se déplacent en glissant sur de vastes courants de convection au niveau du manteau terrestre. Dans la région du Loch Ness, des travaux de voirie ont montré que des forces phénoménales ont enfoncé la croûte terrestre sous la lithosphère. Liquéfiée, déformée, mélangée, elle a ensuite ressurgi en surface. C'est l'érosion qui, au cours du milliard d'années suivant, a contribué à façonner ce paysage vallonné. Mais ces collines n'ont pas toujours été aussi verdoyantes. L'atmosphère étant à l'époque moins riche en oxygène, la surface de la Terre ressemblait au paysage lunaire, stérile et désolé. Encore une fois, ce sont ces travaux qui ont mis au jour les vestiges de ces temps reculés. Là où un regard profane ne voit qu'un amoncellement de roches, celui d'un géologue y trouve une source incroyable d'informations. Dans cette trouée, nous avons du gneiss léwissien qui a entre 2,5 milliards et 3 milliards d'années. Juste au-dessus, il s'agit d'une roche complètement différente. Je vais vous montrer de plus près. Ce sont des strates de grès rouge disposées horizontalement. Ce changement brusque de roche est très révélateur des processus qui ont eu lieu ici. On pense que ces strates sédimentaires se sont formées dans un environnement continental. Ce sont des rivières qui ont déposé ces couches sédimentaires horizontales sur un substrat rocheux ancien. Cet affleurement rocheux nous apprend qu'il y a 1 milliard d'années, malgré le peu d'oxygène présent dans l'air, cette région d'Écosse était parcourue par de nombreux cours d'eau. Mais que nous révèlent encore ces roches? Ces 2 couches de roches se touchent. Or, le grès rouge a 1 milliard d'années et le gneiss entre 2 milliards et 3 milliards d'années. Cela fait un écart énorme, de l'ordre de 1,5 milliard à 2 milliards d'années. Cet intervalle indique qu'après le tumulte des premiers temps, une longue période de calme a suivi. Elle a duré plus d'1 tiers de l'histoire de la Terre.
La première étape de notre enquête sur les origines du Loch Ness a mis en évidence des informations cruciales. La nature identique du grès rouge écossais et américain prouve que l'Écosse et l'Amérique du Nord étaient autrefois unies. La datation des roches de la région du Loch Ness montre qu'elles ont été formées à l'aube des temps, lors de la création de la croûte terrestre primitive. Les strates de grès déposées sur un substrat rocheux ancien indiquent qu'il y a 1 milliard d'années, des rivières ont inondé ces paysages pendant une longue période de tranquillité. Mais ce calme ne pouvait durer éternellement. Une collision continentale entre l'Écosse et l'Angleterre se profilait à l'horizon. Pour comprendre comment le Loch Ness est né, nous devons percer le secret des processus géologiques qui ont façonné les Highlands. C'est une découverte étonnante dans les années 1880 qui suscite l'intérêt de la communauté scientifique pour le Loch Ness. Des géologues ont trouvé une séquence de roches insolites au nord du lac. Visible à flanc de coteau, une masse imposante de gneiss léwissien très ancien surmonte une couche de roches beaucoup plus récente. Jusque-là, toutes les observations avaient montré que les roches se superposaient dans un ordre chronologique des plus anciens aux plus récentes. Pour tenter de comprendre cette aberration géologique, un homme va conduire une expérimentation novatrice. Il y a 125 ans, un géologue de l'époque victorienne a parcouru la région pour en dresser la topographie. Il s'appelait Henry Cadell. De retour à Édimbourg, il a voulu comprendre cette séquence de roches insolites. Il a construit une maquette pour tenter de reproduire ce qu'il avait vu dans la nature. L'expérimentation est simple. Cadell pense qu'une force, encore indéterminée, a exercé une pression horizontale sur les roches. Cela expliquerait cette séquence géologique inversée. Pour éprouver sa théorie, il met au point un dispositif contenant une superposition de sable et d'argile. Le professeur Underhill va répéter la même manipulation. Il alterne des couches de sable noir et de plâtre de Paris. En serrant la vis, il exerce une poussée horizontale semblable à la force que Cadell soupçonne être à l'œuvre dans la nature. À mesure que la force augmente, les différentes couches sont poussées les unes sur les autres le long d'une ligne que les géologues appellent faille de chevauchement. On voit apparaître le premier chevauchement. Regardez, en voilà un deuxième. L'expérimentation montre à Cadell comment des couches de roches très vieilles, qui devraient se trouver sous les autres, ont été poussées sur des roches beaucoup plus jeunes. Cela donne de très belles structures. On voit une faille de chevauchement ici, qui a dédoublé la couche blanche. Une autre ici, et la dernière par ici, qui forme un angle moins important vers la gauche. Ce dispositif très simple a permis de reproduire et de comprendre ce qui se passe dans la nature. C'est grâce à ce genre d'expérimentation rudimentaire que Cadell et les savants de son époque ont réussi à décortiquer les processus géologiques qui ont modelé la région. On ne peut pas faire plus limpide et plus simple. Une fois le mécanisme des failles de Schmann découvert, les séquences de roches insolites observées au nord-ouest de l'Écosse trouvent une explication. La pente suit le plan de chevauchement. En dessous, on trouve une succession de quartzite rose relativement jeune. Au-dessus, on trouve de la roche grise, qui n'est autre que du gneiss léwissien. La ligne le long de laquelle la roche grise ancienne a glissé sur la roche rose plus récente est la ligne de chevauchement, comme celle mise en évidence dans l'expérimentation de Cadell. Les géologues savent désormais que ces lignes de chevauchement témoignent de la collision entre deux continents. Mais de quel continent s'agit-il? Et quel rapport cela a-t-il avec la formation du Loch Ness? La piste des lignes de chevauchement nous emmène sur un site voisin présentant de grandes similitudes, le charriage du Moine.
C'est l'une des lignes de chevauchement les plus importantes de la planète. Elle s'étire sur plus de 190 km à travers le nord-ouest de l'Écosse. Le professeur Underhill connaît un des rares endroits où elle est visible. La superposition apparemment insignifiante de ces deux couches de roches indique en fait la ligne de chevauchement. Sa découverte fit l'effet d'une bombe dans la communauté géologique. La roche sombre de la partie supérieure vient d'Angleterre, mais le calcaire jaune en dessous est d'origine inattendue. Tout comme le vieux grès rouge du Loch Ness, cette roche vient du continent nord-américain. Ce détail est riche en informations sur la naissance du Loch Ness. Le plus fascinant, c'est de savoir que nous avons sous nos yeux le point de rencontre entre deux continents. En ce dimanche après-midi pluvieux dans les collines d'Écosse, je touche la jonction du bloc Amérique nord-ouest de l'Écosse avec l'Angleterre, telle qu'elle était il y a 425 millions d'années. Comment ces deux anciens continents sont-ils entrés en collision? Il y a 450 millions d'années, un supercontinent, incluant l'Amérique du Nord et l'Écosse, s'étendait à cheval entre les deux hémisphères. Un océan plus vaste que l'Atlantique les séparait de l'Angleterre et de l'Europe. Ce sont les forces en jeu dans la tectonique des plaques qui ont lentement poussé les deux masses continentales, l'une vers l'autre. Il y a environ 450 millions d'années, il y avait une très vaste étendue d'eau ici, l'océan Iapetus. D'un côté, il y avait le bloc Amérique du Nord et Écosse du Nord-Ouest, et de l'autre, l'Écosse du Sud-Est et l'Angleterre. Durant les 20 millions d'années qui ont suivi, cet océan s'est refermé sur lui-même, amenant les deux continents à entrer en collision. La collision entre l'Amérique et l'Europe fait glisser les couches de roches les unes sur les autres, élevant une chaîne de montagnes plus haute que l'Himalaya. L'Écosse du Nord-Ouest, toujours rattachée à l'Amérique, fusionne avec l'Angleterre. Mais quel est le lien entre cette collision et la naissance du Loch Ness? Pour tenter de le comprendre, retournons sur les rives du lac. Ce qui est frappant quand on regarde le Loch Ness, surtout depuis ce point de vue, c'est sa forme allongée, pratiquement en ligne droite sur près de 30 km. Un géologue me disait que cette topographie très singulière devait avoir une explication. La nature ne produit pas de ligne droite. Il y a donc une structure qui détermine la forme allongée du Loch Ness. Cette structure, c'est la faille géologique des Highlands, formée durant la collision continentale, voilà 425 millions d'années. Elle s'étire sur plus de 480 km et coupe l'Écosse en deux, du nord au sud-ouest. Le Loch Ness se situe exactement sur cette faille. La faille de la région du Great Glen n'est pas une ligne de chevauchement comme le charriage du Moine, où les roches se superposent. Ce n'est pas une faille normale non plus, où la déformation est extensive. Ici, le mouvement est latéral. La faille des Highlands est similaire à celle de Sant'Andrea en Californie, mais elle a 400 millions d'années de plus. La faille des Highlands n'est plus active, mais cette ligne de fracture gigantesque dans la croûte terrestre influence la géographie de l'Écosse depuis plus de 400 millions d'années. Elle est à l'origine du Loch Ness, qui lui doit sa forme allongée. Le Loch Ness a un passé géologique mouvementé. Des failles géologiques témoignent de la collision de deux continents. Le calcaire jaune sur le site du charriage du Moine nous apprend que l'Amérique du Nord et l'Écosse sont entrés en collision avec l'Angleterre il y a 450 millions d'années. La forme du Loch Ness épouse la ligne de faille des Highlands générée durant la collision continentale. Après cette jonction, la tectonique des plaques a continué à faire dériver l'Écosse vers le sud de la planète. Partons sur les traces de ce périple incroyable. Les mouvements continus de la lithosphère ont conduit l'Écosse sous des latitudes très différentes de celles d'aujourd'hui.
Connaître le climat qui régnait à l'époque nous permettra de localiser cette dérive. Où se trouvait l'Écosse à l'ère jurassique il y a 165 millions d'années? C'est sur l'île de Skye, au large des côtes ouest écossaises, que se trouve la réponse. À Staffin Bay, un élément incrusté dans la pierre va lever le voile sur cette période de l'histoire écossaise. L'indice est exposé à la vue de tous, mais ce n'est qu'en 1994 qu'un géologue amateur le découvre. Sur les roches planes de cette plage appréciée des baigneurs, il y a l'empreinte fossilisée d'un dinosaure gigantesque. Anjana Katwa se rend sur place pour l'examiner. C'est très excitant de se dire que des dinosaures ont parcouru ces mêmes rivages il y a 165 millions d'années. Admirez cette magnifique empreinte de mégalosaure. Le mégalosaure est un prédateur carnivore de près de 7 mètres de haut, ayant vécu à l'époque du Jurassique. Avec sa haute stature et sa mâchoire aux dents acérées, le mégalosaure est un monstre redoutable. Mais comment une chose aussi éphémère qu'une empreinte a pu traverser les millénaires pour nous parvenir intacte? Chaque empreinte est unique. Un dinosaure a dû laisser ses empreintes en traversant une zone boueuse. La boue a séché et s'est solidifiée. Des grains de sable déposés par le vent ont ensuite tapissé cette empreinte. Avec le temps, des couches d'argile et de sable ont recouvert le tout. C'est ainsi que s'est fossilisée cette empreinte. Puis, des millions d'années plus tard, l'érosion l'a de nouveau exposée à la vue. Anjana Katwa va faire un moulage en plâtre de l'empreinte afin de pouvoir l'examiner plus attentivement. Nous faisons un moulage afin de répertorier les empreintes et les étudier au labo. En les examinant de près, nous allons pouvoir deviner comment vivaient ces créatures. Le moule en plâtre révèle une empreinte de dinosaure vieille de 165 millions d'années. Ce qui est frappant, c'est de voir comment l'orteil du milieu est plus profondément enfoncé et comme il pointe vers l'avant. Cela indique que le dinosaure se déplaçait à vive allure, appuyant fortement sur ses 3 orteils avant. Il devait courir après une proie. Le mégalosaure n'est pas le seul dinosaure à avoir laissé ses empreintes sur ces rochers à moins de 100 km du Loch Ness. Voici la plus petite empreinte de dinosaure que l'on ait trouvée sur toute la planète. Elle est grosse comme mon ongle. On pense qu'il s'agit du Colophysis. Ce qui est intéressant, c'est que la petite empreinte, appartenant sans doute à un spécimen très jeune, est incrustée dans celle d'un individu adulte. Tout nous pousse à croire que les plus jeunes se déplaçaient à la suite de leurs parents, en groupe. Les adultes devaient s'occuper des petits. Grâce aux empreintes de Colophysis et de mégalosaures incrustées dans la roche, les géologues peuvent reconstituer l'histoire de la région du Loch Ness pendant la période du Jurassique. Au temps où l'Écosse était encore rattachée à l'Amérique, la tectonique des plaques a fait dériver ces terres vers l'équateur, à 3000 km au sud de sa position actuelle. Cela eut un effet radical sur le climat, la faune et la flore de la région du Loch Ness. Au Jurassique, le climat et l'environnement étaient radicalement différents. Une forêt luxuriante s'étendait ici avec sa végétation tropicale. Les dinosaures vivaient en bordure des jungles et se déplaçaient à travers des zones humides lagunaires. C'était un climat idéal pour les grands reptiles, car il permettait le développement d'un écosystème riche et varié, adapté aux prédateurs. Des os de plésiosaures ont récemment été mis au jour sur l'île de Skye.
Cette découverte a enflammé l'opinion publique, qui a tout de suite vu une ressemblance troublante avec la silhouette au long cou de Nessie. Un descendant de plésiosaure, une espèce de dinosaure depuis longtemps éteinte, serait-il à l'origine de la légende du monstre du Loch Ness? L'examen topographique et géologique de la région révèle un passé extraordinaire. Des empreintes de mégalosaures et de colophysis montrent qu'il y a 165 millions d'années, des dinosaures peuplaient l'Écosse. La région du Loch Ness était un paradis tropical, 3000 km plus au sud qu'aujourd'hui. 100 millions d'années plus tard, sous l'action continue de la tectonique des plaques, la région du Loch Ness va se séparer de l'Amérique. Les dinosaures se sont éteints il y a alors 5 millions d'années. Il y a 60 millions d'années, l'Écosse et l'Amérique du Nord faisaient partie d'un même bloc continental. L'Atlantique les sépare aujourd'hui. Comment cela s'est-il produit? Le paysage de l'île de Skye va nous permettre de comprendre le cours de ces événements passés. Les falaises escarpées de la baie de Talisker témoignent des bouleversements qui ont dévasté la région. Toutes ces roches sont en effet un amas de lave solidifiée. Je me tiens sur une coulée de lave qui fait 3 mètres d'épaisseur. La falaise derrière moi, qui est une superposition de plusieurs coulées de lave, s'élève à plus de 45 mètres et s'étend sur des kilomètres à la ronde. Il s'agit de basalte, la même roche que l'on trouve de nos jours lors des éruptions des volcans d'Hawaï ou d'Islande. Les coulées de basalte de l'île de Skye ont 60 millions d'années. Mais où sont les volcans dont elles sont issues? C'est dans la composition de la chaîne montagneuse des Cuillin que réside le secret. Ces pics abrupts s'étendent sur toute la partie centrale de l'île. Ces montagnes sont composées de gabbro. C'est une roche volcanique qui a la même composition chimique que le basalte, mais qui présente une structure cristalline différente. Le basalte est un magma ayant refroidi très rapidement au contact de l'air. Les géologues parlent de basalte à grains fins. Le magma, qui se trouve en revanche à environ 1500 mètres de profondeur, refroidit et se solidifie beaucoup plus lentement. Cela entraîne la formation de larges cristaux. On parle alors de gros grains. Les grands cristaux de gabbro indiquent leur origine. Ils nous montrent que les montagnes des Cuillin sont les vestiges d'une gigantesque chambre magmatique formée sous la Terre. Elle constituait une réserve de lave qui alimentait l'activité volcanique. Nous nous promenons dans une vallée verdoyante, mais il faut savoir que toutes ces roches alentour se sont formées au cours d'une série d'éruptions volcaniques massives il y a environ 60 millions d'années. À cette époque, il y avait des éruptions volcaniques à travers toute l'Écosse. Les montagnes de l'île de Skye sont l'œuvre d'un seul volcan. L'île de Skye, à elle seule, a vu surgir plus de 2000 km3 de lave. Cela suffirait à recouvrir la France métropolitaine et l'Angleterre sur plus de 3 mètres. Ce paysage ne montre qu'une infime partie de ce qui s'est passé à travers toute l'Écosse. Ces immenses colonnes basaltiques, qui semblent avoir été taillées dans la roche, en sont la preuve. Ces structures spectaculaires sont le résultat d'une solidification très lente de coulées de lave. On retrouve ces orgues basaltiques à 130 km de là, sur la côte ouest de l'Écosse, ainsi que sur le littoral irlandais, à plus de 240 km de l'île de Skye. Toutes ces formations ont 60 millions d'années.
Elles ont pour origine les mêmes séries d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu sur des centaines de kilomètres à la ronde. Reste à découvrir ce qui a engendré une telle activité volcanique. L'aspect des affleurements rocheux indique d'où vient cette lave et quel a été son rôle dans la naissance du Loch Ness. Nous avons ici une coulée de lave solidifiée. Il s'agit de lave Pahoehoe, comme l'appellent les Hawaïens. En refroidissant au contact de l'air, elle forme en surface un amas de cordes, comme une série de rides, sous laquelle la roche en fusion continue de couler. C'est très rare de pouvoir observer une telle structure sur des laves aussi anciennes. Cela nous indique quel type de magma a été émis par ce volcan. Ce magma en particulier vient du plus profond de la Terre. En général, il ne gagne la surface que lorsque les forces en jeu dans la tectonique des plaques déchirent la croûte terrestre. Serait-ce ce qui s'est passé ici il y a 60 millions d'années? À cette époque, l'Écosse et l'Amérique du Nord faisaient encore partie d'un même bloc. Comme la croûte continentale était étirée et amincie par les forces tectoniques, la roche en fusion, c'est-à-dire le magma, a pu se frayer un passage vers la surface et alimenter l'activité volcanique. C'est cette activité volcanique qui va séparer l'Écosse et l'Amérique du Nord, puis générer le développement d'un nouvel océan entre les deux, l'Atlantique. Cette lave solidifiée nous indique que l'ouverture de l'océan Atlantique a commencé par des séries d'éruptions volcaniques à travers toute l'Écosse. En jaillissant au fond de l'eau, le magma a formé une nouvelle croûte océanique toujours plus étendue. Ainsi, l'Écosse et l'Amérique du Nord se sont éloignés de part et d'autre d'une ligne divergente. La naissance de l'Atlantique est l'une des causes directes de la formation du Loch Ness. Les forces libérées dans ce processus ont en effet réveillé la faille des Highlands, vieille de 400 000 millions d'années. Les failles, comme celle de la région du Great Glen, sont des zones fragilisées de l'écorce terrestre. Elles sont un peu comme des cicatrices qui peuvent être réouvertes. Ainsi, la faille des Highlands a été réactivée avec la naissance de l'océan Atlantique voilà 50 ou 60 millions d'années. Cela explique le paysage qui s'étend aujourd'hui derrière moi, et ce, même si la faille elle-même a 400 millions d'années. L'activité géologique a fragilisé et fracturé la roche le long de la faille. Une rivière s'est frayé un chemin dans cette ouverture. En creusant les parois escarpées, elle a fini par façonner une large vallée. Durant les 55 millions d'années suivantes, l'érosion a œuvré à faire le paysage écossais tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec sa succession de collines et son littoral accidenté. La région du Loch Ness est devenue une longue vallée fluviale le long de la faille des Highlands. Pour comprendre les origines du Loch Ness, nous avons dû revenir sur la formation de l'Écosse. Les gigantesques coulées de lave de l'île de Skye nous ont appris qu'il y a 60 millions d'années, de violentes éruptions volcaniques ont entraîné la séparation de l'Écosse et de l'Amérique du Nord. L'aspect découpé de la faille des Highlands, vieille de 400 millions d'années, montre qu'elle a été réactivée par ce phénomène géologique titanesque. Mais il reste une dernière étape pour créer le Loch Ness. Avant de nous apparaître telle qu'elle est aujourd'hui, la région va connaître un ultime bouleversement. Notre enquête a retracé 3 milliards d'années d'histoire géologique chaotique pour en venir à ce qui s'est passé voilà seulement 10 000 ans. Tous les éléments sont en place pour accueillir les eaux sombres du Loch Ness. Il reste à découvrir ce qui a véritablement donné naissance à ce lac si mystérieux. Peut-être trouverons-nous dans le secret de ses origines la vérité sur le monstre légendaire qui hanterait ses fonds. Au XIXe siècle, l'intérêt des géologues se tourne vers la région des Highlands. En 1838, l'un des grands scientifiques de l'époque, Charles Darwin, se rend à Glenroy. Il veut étudier les processus géologiques ayant eu lieu dans cette vallée, située à une trentaine de kilomètres du Loch Ness. Depuis des siècles, 3 lignes parallèles s'étirant à flanc de coteaux de part et d'autre de la vallée intriguent promeneurs et scientifiques. Près de 10 mètres séparent la première et la deuxième strie. Ces routes, parallèles comme elles ont été baptisées, sont visibles sur plus de 30 kilomètres. Mais quelle en est l'origine ?
Le géologue Peter Nino revient sur les pas de Darwin dans la réserve naturelle de Glenroy pour nous expliquer ce phénomène. Pendant très longtemps, leur origine est restée mystérieuse. La légende populaire voulait même qu'elles aient été tracées par des géants ou des êtres surnaturels. Au XIXe siècle, le site a attiré beaucoup de scientifiques, dont Charles Darwin. Quand il a vu ces lignes, il a immédiatement fait le rapprochement avec un phénomène similaire observé en Amérique du Sud. Un tremblement de terre avait surélevé d'anciennes démarcations laissées sur le littoral par la mer. Convaincu de l'origine marine des routes parallèles, Darwin publie la conclusion de ses études. La communauté scientifique adopte sa théorie sans hésiter. Or, Darwin se trompe. En 1840, 2 ans après Darwin, un géologue suisse, Louis Agassiz, vient à Glenroy. Agassiz a consacré sa vie à étudier les glaciers et les effets des glaciations sur le paysage des Alpes suisses. Quand il examine ces routes parallèles, il pense qu'il s'agit effectivement d'anciennes lignes de démarcation d'eau. Mais selon lui, la vallée était remplie d'eau douce et non d'eau de mer. En s'appuyant sur sa connaissance des glaciers alpins, Agassiz va montrer qu'un lac d'eau douce s'étendait autrefois dans cette vallée. Un gigantesque glacier faisait office de barrage au bout de la vallée, empêchant l'eau de s'écouler dans la mer. La fonte, puis la reformation du glacier, 3 fois de suite, ont vidé puis rempli la vallée d'eau à différents niveaux. C'est ce qui a gravé ces lignes parallèles dans le paysage. Personne ne voulut croire Agassiz et remettre en question la thèse de Darwin. Mais la communauté scientifique dut finir par admettre qu'Agassiz avait raison. Très embarrassé, Darwin a lui-même reconnu son erreur. Cela nous montre que même les grands esprits peuvent se tromper. Pour Agassiz, les caractéristiques géomorphologiques de Glenroy jettent un éclairage inédit sur les paysages écossais. Il en tire la conclusion surprenante à l'époque que l'Écosse entière avait été recouverte de glace. À partir du moment où on se dit que cette vallée a été creusée par des glaciers, il faut imaginer une température générale très basse. Le climat devait être suffisamment froid pour que se forment d'immenses masses de glace. Ce site est d'une importance cruciale pour la compréhension des effets de la glaciation. Il nous montre également comment la glace couvrait une zone géographique bien plus grande qu'aujourd'hui. Toutes les données géologiques étayent la thèse d'une période glaciaire au cours de laquelle une grande partie de l'hémisphère nord était recouvert de glace. Depuis les travaux d'Agassiz, les géologues ont cherché à mieux comprendre le rôle des glaciers dans la formation du Loch Ness. Il y a environ 2,5 millions d'années, les températures globales ont chuté, entraînant une série de glaciations. Elles se sont produites à peu près tous les 100 000 ans. À chaque avancée des glaciers, les températures chutent. En hiver, il faisait au minimum 15 degrés de moins qu'aujourd'hui. Les glaciers s'épaississaient à mesure que s'accumulaient les couches de neige. La glace qui couvrait le centre de l'Écosse faisait entre 900 et 1200 mètres d'épaisseur. Dans la région du Loch Ness, elle devait faire au moins 600 mètres. Seuls les plus hauts sommets émergeaient de cet océan blanc. La neige s'étendait à perte de vue. Mais quel rôle cette étendue de glace a-t-elle eu dans la naissance du Loch Ness? Le lac lui-même est difficile à étudier de par sa profondeur. Mais il suffit d'aller à une trentaine de kilomètres au sud, dans la vallée de Glencoe, pour trouver la réponse à notre question. Glencoe est un lieu emblématique de l'histoire écossaise. En 1692, il fut le théâtre d'un horrible massacre perpétré par le clan Campbell à l'encontre des MacDonald. C'est la forme de cette vallée qui va nous fournir des renseignements sur les origines du Loch Ness. Si on pouvait drainer toute l'eau du Loch Ness, on s'apercevrait que son lit est une vallée de cette forme. Quand on regarde la vallée de Glencoe, on voit qu'elle a des versants très abrupts et un fond plat, caractéristique d'une vallée modelée par les glaciers. C'est l'érosion glaciaire qui, au fil du temps, a transformé une vallée en forme de V en une profonde vallée en forme de U. Les glaciers ont un fort pouvoir d'érosion.
En avançant, ils emportent de vastes quantités de débris rocheux, qui, en étant charriés par des millions de tonnes de glace, ont un effet abrasif sur le paysage. C'est ainsi qu'ils creusent et modèlent la vallée pour lui donner une forme de U caractéristique. Il y a des centaines de vallées en Auge à travers l'Écosse. Elles sont autant de vestiges des nombreux glaciers ayant recouvert la région. Au Loch Ness, la topographie sous-marine révèle une vallée avec la même forme de U caractéristique, au versant abrupt et au fond plat. À parfois seulement 15 mètres du rivage, le dénivelé plonge à 150 mètres, preuve supplémentaire que le lit du Loch Ness a été creusé par un glacier. Une longue vallée fluviale s'était formée le long de la faille des Highlands, née d'une collision continentale voilà plus de 400 millions d'années. Durant la dernière période glaciaire, c'est un glacier titanesque qui, en s'écoulant à travers cette vallée, a modelé le lit du Loch Ness. L'érosion glaciaire a laissé son empreinte. Au fil des glaciations, la vallée s'est creusée et approfondie pour former le lit du Loch Ness atteignant plus de 230 mètres de profondeur. Deux questions restent en suspens. Comment cette vallée s'est-elle remplie d'eau douce? Et qu'est-ce qui retient cette eau pour former un lac? Les débris de roches qui jonchent une colline de 75 mètres de haut à une extrémité du loch fournissent des éléments de réponse. Ces cailloux ont une forme arrondie et un aspect poli. Cela indique qu'ils ont été charriés par de l'eau. Et comme ils sont assez lourds et volumineux, il a fallu une grande quantité de glace fondue pour les transporter et les déposer ici. La région a donc connu de nombreux changements climatiques. Après une période glaciaire, les températures ont rapidement augmenté il y a environ 10 000 ans. Cela a entraîné la fonte et le recul des glaciers. Les glaciers qui se trouvaient par là et qui ont creusé le lit du Loch Ness ont charrié de vastes quantités de sédiments. La fonte des glaces les a transportés et déposés par ici. Avec la fonte des glaces, une rivière s'est formée sous le glacier recouvrant le Loch Ness, charriant des tonnes et des tonnes de débris rocheux. Nous nous tenons actuellement sur la zone de dépôt des sédiments transportés par le glacier. Ces millions de tonnes de roches forment un barrage naturel. En empêchant l'eau de la fonte des glaciers de s'écouler, il a donné naissance au Loch Ness tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le Loch Ness n'a que 10 000 ans, mais ses origines remontent à l'aube des temps et son histoire est riche en événements. Le vieux grès rouge de ses rives révèle un passé commun entre l'Écosse et l'Amérique du Nord. La forme allongée du loch est déterminée par la faille des Highlands, née de la collision du continent américain, dont faisait partie l'Écosse, et de l'Angleterre, voilà plus de 400 millions d'années. Les empreintes fossilisées de dinosaures localisent la région du Loch Ness proche de l'équateur pendant la période du Jurassique. Les roches basaltiques témoignent de violentes éruptions volcaniques ayant entraîné la séparation de l'Écosse et de l'Amérique du Nord il y a 60 millions d'années. La topographie du loch montre que son lit est une vallée que les glaciers ont modelée il y a 10 000 ans. Ces eaux viennent de la fonte de ces mêmes glaciers. Mais qu'en est-il du monstre du Loch Ness? Nous savons désormais que sa célèbre photographie est un canular. Mais serait-il possible qu'un descendant des dinosaures puisse hanter ces eaux? Deux faits géologiques réfutent la possibilité de l'existence d'un dinosaure dans le Loch Ness. Tout d'abord, les dinosaures se sont éteints il y a très longtemps, bien avant la formation du Loch Ness. L'extinction des dinosaures remonte à 65 millions d'années, alors que le Loch Ness n'a que 10 000 ans. L'écart est beaucoup trop important. Il n'y a aucune chance qu'un animal des temps aussi reculés ait pu survivre et se reproduire ici. Le Loch Ness est beaucoup trop jeune. D'un point de vue géologique, il est impossible que le Loch Ness abrite un dinosaure qui aurait de façon extraordinaire survécu depuis le Jurassique. Le passé du Loch Ness renferme de nombreux mystères, mais pour la science, Nessie n'en fait pas partie.